Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer un article passionnant, comme d'habitude, de Dan Rudyard sur la maîtrise de nos émotions. Avant de vous proposer cet article, je voudrais vous rappeler que vous trouverez sous cette vidéo plusieurs liens intéressants, particuliers, vers mon blog. Si cette vidéo vous plaît, vous est utile pour mieux utiliser votre thème natal, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, de partager et de laisser un commentaire. C'est important pour la bonne santé de cette chaîne et je vous en remercie. Voici donc l'article de Dan Rudyard. Comment comprendre et résoudre ces difficultés émotionnelles. Dans l'article intitulé « Trouvez-vous dans votre horoscope » publié dans le numéro de septembre de ce magazine, j'ai énoncé ce que je considère comme les principes fondamentaux d'une approche constructive, spirituellement valide et stimulant la croissance de l'astrologie, en particulier de l'étude du thème natal d'un individu. J'ai décrit le thème de naissance, tout thème de naissance, comme le plan de vie pour un processus réussi d'individualisation de l'esprit humain. Cette individualisation de l'esprit dans la personne est exprimée en potentialité dans l'acte du premier souffle du nouveau-né, donc dans le thème de naissance. Elle se manifeste en réalité dans et par les réponses de l'individu à une série d'expériences fondamentales de la vie, et surtout à diverses crises de croissance personnelle indiquées dans les progressions et les transits. En relevant avec succès les défis inhérents aux crises de croissance, l'esprit de l'individu devient progressivement plus actif et plus incorporé, entre guillemets. En même temps, la personnalité concrète, corps, âme et esprit, devient de plus en plus riche et intégrée. Et, si tout va bien, plus consacrée et identifiée au but pour lequel la naissance a eu lieu. Le but essentiel de tout type d'astrologie, spirituellement et psychologiquement valide, est d'aider les individus. Et dans le cas de l'astrologie dite mondaine, les groupes ou les nations, de les aider à répondre avec toujours plus de succès aux défis présentés par la vie quotidienne et par les crises de croissance. Le véritable objectif de l'astrologie est d'aider l'individu à voir ces crises, petites ou grandes, comme des phases de croissance, et non comme des événements sans signification, chaotiques, ou des étapes sur la voie de la frustration personnelle, de la défaite et de la désintégration. Ces principes doivent être constamment répétés, sous une forme ou sous une autre, car une grande partie de l'astrologie ne les incarne pas dans la manière dont elle est utilisée. Théoriquement, toute bonne interprétation astrologique du thème d'une personne ne devrait pas insister sur ce qu'est ou sera une situation de vie, mais plutôt sur ce dont la personne aura besoin pour faire face avec succès à cette situation ou à cette crise. Le thème de naissance, ses progressions et ses transits révèlent la voie céleste pour faire face aux crises biopsychiques et résoudre les problèmes personnels. C'est la voie de l'intelligence divine et de l'ordre cosmique. Pour comprendre une telle voie, la première chose que l'on demande à l'étudiant en astrologie est de saisir l'idée que dans toutes les activités, deux principes ou deux forces opposées, par essence, mais complémentaires dans leurs effets, sont toujours à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle souvent dans les livres d'astrologie le principe de polarité. Deux signes du zodiaque opposés sont des opposés polaires. De même, les deux luminaires, le Soleil et la Lune, sont des opposés polaires. Les planètes sont souvent appareillées pour tenter de comprendre le sens des activités et des fonctions qu'elles représentent. Il existe plusieurs façons d'appareiller les planètes. Dans l'une des anciennes méthodes qui a laissé son empreinte, par exemple, sur la séquence des jours de la semaine, le Soleil n'est couplé à aucune planète. Le Soleil est la 7e sacrée, l'alpha et l'oméga, tandis que la Lune, lundi, et Saturne, samedi, Mars, mardi, et Vénus, vendredi,
Mercure, mercredi, et Jupiter, jeudi, sont à parier. Ces 3 paires représentent 3 niveaux fondamentaux de l'être, ou 3 types de substances fondamentales pour les opérations de la vie. Le biologique, Lune, Saturne, substance mère et père. L'émotionnel, avec la paire Mars-Vénus, et le mental, avec Mercure et Jupiter. Dans une telle classification très ancienne, le Soleil, en tant que moi-esprit, est vu comme opérant à travers 3 véhicules ou 3 plans de manifestation. Les 3 paires de planètes constituent les agences ou les énergies cosmiques qui construisent et soutiennent ces 3 types de manifestations, ou, comme disent les théosophes, de corps. Corps physique, corps astral et corps mental. Dans un autre type de classification, que j'adopte ici, les planètes sont jumelées selon des niveaux d'activité. Le Soleil est associé à la Lune. Le nombre de niveaux est théoriquement laissé indéfini car il est toujours possible qu'un individu soit actif à un niveau supérieur. Néanmoins, la paire Soleil-Lune reste le fondement et révèle le but essentiel des processus organiques à partir desquels des harmoniques, entre guillemets, toujours plus élevées d'activité consciente peuvent surgir. J'ai déjà traité du couple Soleil-Lune. Je vais maintenant étudier successivement les autres couples, Mars-Vénus, Jupiter-Saturne, Uranus-Neptune, Mercure-Pluton. En effet, nous avons vu que le couple Soleil-Lune se réfère au caractère fondamental, au rythme et à la qualité de la force vitale, de l'énergie de base ou du carburant, entre guillemets. Elle est utilisée par l'organisme entier dans ses opérations biologiques et psychologiques complexes. C'est le Soleil. Et aussi au mode de distribution et de circulation, c'est la Lune, de cette puissance de vie. Toute force vitale vient du Soleil, elle est distribuée par la Lune, qui rend disponible à chaque instant, si tout va bien, le type d'énergie nécessaire pour répondre aux exigences sans cesse changeantes de l'existence organique terrestre. Avec Vénus et Mars, nous entrons dans le domaine des planètes en tant que telles. Les planètes modifient et différencient la force vitale solaire. Elles fournissent les types d'énergie spécialisés que la Lune distribuera ensuite pour répondre aux exigences de toute situation particulière, de tout besoin organique, physique ou psychologique de la personnalité. Vénus et Mars étant les plus proches de notre planète, elles renvoient en astrologie aux facteurs les plus intimes de la personnalité, aux expressions les plus immédiates et les plus spontanées de la vie humaine. Cette intimité de la vie opère tout d'abord au niveau générique des instincts biologiques. Vénus et Mars y sont liés aux fonctions sexuelles, c'est-à-dire au transfert des caractéristiques biologiques des parents à la progéniture. Ces caractéristiques biologiques deviennent, au niveau de la vie, au niveau de la personnalité consciente et individuelle, la caractéristique essentielle du « moi », entre guillemets, de l'ego personnel qui se sent unique et différent de tous les autres égos personnels. Dans chaque personne, il existe un élément de liberté personnelle et de pure spontanéité d'être, aussi faible et inefficace soit-il. Il existe un domaine dans lequel on se sent « je suis moi, moi-même », à partir duquel on s'efforce d'agir dans une pure expression de soi envers les objets, les situations et les personnes qui semblent bons, précieux et satisfaisants. C'est à ce domaine que se réfèrent Vénus et Mars. Vénus symbolise le sentiment ou l'intuition de l'identité individuelle, le sens de la valeur. Dans sa plus haute expression, elle représente l'archétype divin de l'homme, la flamme spirituelle qui est l'identité permanente de la personne individuelle. C'est l'esprit luciférien, entre guillemets, le Kumara de la tradition occulte. Mais de manière générale, Vénus établit le caractère et la qualité essentielle de la réalisation intime et directe que toute personne individualisée a de son moi,
de ce qui est bon ou mauvais, entre guillemets, pour ce moi. C'est le sens de la valeur. Mars, d'autre part, représente le désir et la capacité de mettre en pratique ce sentiment d'être un soi. De le mettre en pratique non pas pour savoir si cela correspond à des modèles, des règles ou des lois sociales ou traditionnelles, celles-ci appartiennent au domaine Jupiter-Saturne, mais simplement pour la pure joie d'être « je ». Mars est également le pouvoir du désir, ce qui signifie l'attirance vers ce que la fonction Vénus a déclaré être précieux pour la personnalité. Ou l'instinct de combat, ou de fuite, de ce qui est déclaré dangereux ou hostile à l'organisme dans son ensemble. Ce qu'il convient d'appeler la vie émotionnelle est donc une double manifestation de ce sentiment immédiat de l'être individuel, avec Vénus, et du désir et de l'effort de l'exprimer en acte, avec Mars. En suivant le schéma établi par le cycle des lunaisons, de nouvelle lune en nouvelle lune, une nouvelle lune étant une conjonction de la Lune et du Soleil, il est possible d'étudier la relation en constante évolution des planètes Mars et Vénus. Toutes deux tournent autour du zodiaque à des vitesses différentes. L'astrologue peut observer la récurrence cyclique de leurs conjonctions, de leurs carrés et de leurs oppositions. Cependant, comme ces planètes tournent en réalité autour du Soleil et non autour de la Terre, qui tourne elle-même également autour du Soleil, les mouvements géocentriques de Mars et Vénus, leurs mouvements vus de la Terre, ne sont pas uniformes. La plupart du temps, ces mouvements ont la même direction que ceux du Soleil et de la Lune. Mais une partie du temps, Mars et Vénus semblent se déplacer dans une direction opposée, c'est-à-dire en arrière dans le zodiaque. On dit alors qu'elles sont rétrogrades. Ce fait est le premier à prendre en compte dans l'étude des problèmes liés à la vie émotionnelle d'une personne et dans la tentative de déchiffrer la solution céleste entre guillemets à ces problèmes. En raison de leur proximité avec la Terre, Vénus et Mars passent moins de temps à se déplacer dans un sens opposé à celui des deux luminaires que n'importe quelle autre planète. Ceci est logique car ces deux planètes traitent de l'expression la plus spontanée et directe de la personnalité. Le sentiment d'être moi, moi-même, est ancré dans le fait même d'être vivant et, pour l'homme conscient, il est difficilement séparable de ce fait. Si « je » est représenté par Vénus, le modèle du moi, alors « je » est une expression de la force vitale solaire. Il n'y a pas de « je » là où il n'y a pas de moi. Néanmoins, il existe des conditions psychologiques dans lesquelles le moi conscient travaille effectivement à l'encontre du flux instinctif des forces vitales de l'organisme humain. Il existe des personnalités dont le sens de la valeur, Vénus, va à l'encontre de leurs instincts naturels, les ascètes par exemple, et qui cherchent à surmonter et à transcender, pour une raison ou une autre, le sentiment d'être des âmes individuelles, entre guillemets, séparées et indépendantes, et les désirs martiens de l'âme individuelle. Des personnes également dont la nature émotionnelle est marquée dès la naissance par un processus de désintégration et de lutte contre le rythme sain de la volonté d'être organique. Lorsque ces conditions et d'autres semblables prévalent, comme tendance innée, on peut s'attendre à trouver Vénus et Mars, ou les deux, rétrogrades à la naissance. Mais, et c'est un point essentiel, cela ne signifie pas que la signification négative de ces tendances doit exister dans la vie de la personne. Il y a sans aucun doute une signification positive à un Mars ou un Vénus rétrograde natal. Partout où ces planètes sont rétrogrades, cela ne signifie pas que la personne doit avoir une vie émotionnelle négative ou défectueuse. Mais il est nécessaire d'utiliser les fonctions vénusiennes ou martiennes d'une manière qui amène leur développement en contraste avec le flux naturel de la force vitale dans le corps.
Cela peut signifier des conflits personnels et émotionnels, mais les conflits en eux-mêmes peuvent être très précieux. Ils impliquent ou conduisent à un état de conscience dynamique et à une créativité au moins latente. L'un de ces cas typiques est souvent cité est celui de la dirigeante de la Société théosophique et d'un certain nombre d'autres mouvements de réforme, Annie Besant, dont Mars et Vénus étaient tous deux rétrogrades. Elle mène une croisade pour le contrôle des naissances, c'est-à-dire une procédure inhibant le processus naturel de la force vitale, ainsi que pour la voie occulte de l'autocontrôle ascétique ou quasi-ascétique. Dans d'autres cas, Mars et Vénus, ou l'un d'eux, rétrogrades, peuvent indiquer des perturbations et des blocages dans le système des glandes endocrines, en particulier les glandes sexuelles, et peut-être la thyroïde. Et cela peut engendrer de profondes frustrations émotionnelles. Mais celles-ci, à leur tour, peuvent conduire à une approche plus introspective, subjective et mystique de la vie, et devenir ainsi des facteurs d'une très grande valeur positive, spirituellement parlant. Ces planètes rétrogrades servent donc le but divin de l'incarnation de l'esprit dans cet être humain particulier. Tout ce qu'il faut, c'est que l'individu reconnaisse que c'est vrai et qu'il cesse de lutter contre et d'éprouver du ressentiment à l'égard de ce blocage des énergies biologiques, psychiques de la nature humaine. L'esprit, et en effet le mental symbolisé par Mercure, se développe au début sur Terre en contrepoint des instincts de la nature, qui sont représentés par le couple Soleil-Lune. Même une maladie définitive et prolongée peut, pour cette raison, servir dans certains cas le but de l'esprit. Une personne qui vit la vie spirituelle est une personne qui vit en accord avec le but et la direction de l'esprit en elle. La principale valeur de l'astrologie est qu'elle peut être une aide puissante pour nous faire reconnaître, puis accepter, le but de l'esprit qui cherche à se manifester dans et à travers notre configuration natale, notre carte du ciel, et la séquence de nos expériences de vie après la naissance, autrement dit, les progressions et les transits. En examinant si Mars ou Vénus est direct ou rétrograde, nous étudions en fait les phases de leur cycle de révolution autour du Soleil, telles qu'elles sont vues par un observateur sur la Terre. Sans entrer dans les détails des phases de ces cycles Vénus-Soleil et Mars-Soleil, je dirais simplement que Vénus est rétrograde au moment de ses conjonctions inférieures entre guillemets au Soleil, c'est-à-dire lorsqu'elle passe entre le Soleil et la Terre. Elle est alors la plus brillante et la plus proche de nous. Il existe une conjonction supérieure entre guillemets de Vénus au Soleil lorsque le Soleil se trouve entre la Terre et Vénus. Vénus, en raison de sa proximité avec la Terre dans le système solaire, ne peut jamais être vue à plus de 47 degrés du Soleil dans le zodiaque. Elle est donc vue près du Soleil dans le ciel, et seulement juste avant le lever ou juste après le coucher du Soleil. Elle est donc soit étoile du matin, soit étoile du soir. Comme Vénus ne peut faire que très peu d'aspects au Soleil, semi-sextile, semi-quintile, novile et semi-carré, la relation Vénus-Soleil, qui est d'une importance capitale, peut être analysée au mieux en fonction de ces deux positions de Vénus. Comme étoile du matin, Vénus se lève avant le Soleil. Sa longitude zodiacale est inférieure à celle du Soleil. Et elle est appelée Vénus Lucifer. Lucifer, le porteur de lumière. Comme étoile du soir, Vénus se couche après le Soleil. Et sa longitude est supérieure à celle du Soleil. Et elle est alors appelée Vénus Hespérus, la Vénus de l'Ouest. Vénus, en tant qu'étoile du matin dans un thème de naissance, indique un type d'activité émotionnelle qui, symboliquement, semble en avance sur le soi. La personne va à l'encontre du monde et surtout des autres avec une attente impatiente.
comme si la vie elle-même dépendait des résultats de la rencontre. Et pourtant, si la rencontre s'avère décevante, il peut en résister une attitude psychologique de froideur, compensatoire et de blocage, une sorte de masque d'autoprotection. Typique de cette attitude émotionnelle, c'est l'adolescent, enthousiaste et pourtant prêt à reculer s'il est blessé, trop impulsif et trop sensible, et à un niveau émotionnel plus élevé, l'homme ou la femme avec une chaleur de sentiment, entre guillemets, contagieuse, avec un enthousiasme créatif. Vénus comme étoile du soir dans un thème natal indique d'autre part une personne dont la principale tendance émotionnelle est de ressentir après l'acte. L'émotion-sentiment résulte de l'expérience, plutôt que de son anticipation. Elle a le caractère d'un jugement moral ou esthétique sur l'expérience. Ce jugement est généralement conditionné par une valeur traditionnelle, sociale ou religieuse. La vie émotionnelle tend à être plus cultivée, entre guillemets, ou aristocratique. Ou bien elle peut être assaillie par des craintes, des inhibitions et une objectivité qui détruit toute chaleur spontanée des sentiments. Évidemment, ces caractéristiques sont très générales et peuvent être modifiées par la distance exacte de Vénus au Soleil, par la relation de Vénus à Mars et aux autres planètes, et par le caractère de Mars. Car si la fonction de Mars est frustrée ou déviée, même une fonction de Vénus spontanée et chaleureuse peut voir son cheminement d'expression, Mars, bloqué. Mars peut faire n'importe quel aspect géocentrique au Soleil, car il se déplace en dehors de l'orbite de la Terre. Mars est rétrograde lorsqu'elle est en opposition au Soleil. La Terre se trouve alors entre le Soleil et Mars, et elle est, pour ainsi dire, soumise aux forces opposées de la vitalité solaire et de l'activité martienne. Dans un tel état, Mars est le plus proche de la Terre et il est entièrement illuminé par la lumière solaire, comme l'est une pleine lune. Cette phase de pleine lune, entre guillemets, est donc un symbole d'objectivité en action. L'individu né avec Mars rétrograde est généralement forcé d'acquérir une nouvelle perspective sur son pouvoir martien de désir et d'initiative. Dans la plupart des cas, cela ne peut se faire qu'à la suite d'une certaine frustration, d'un blocage de la libido, pour utiliser un terme freudien, inventé par un homme qui avait un Mars rétrograde très prédominant et insistant. Le temps qui précède et surtout qui suit une opposition de Mars au Soleil est donc un temps de réorientation du pouvoir d'agir et d'expression de la personne, de manière personnelle et spontanée, souvent flagrante et égocentrique. Elle implique la nécessité d'une révision d'attitude vis-à-vis de son comportement habituel, probablement parce que les résultats des actions précédentes se sont avérés destructeurs ou périlleux. Si quelqu'un résiste et s'oppose à cette demande céleste qui lui est faite de s'amender et d'acquérir une plus grande maturité, alors la fonction de Mars peut devenir vindicative et agressive. L'homme frappe ici et là, juste pour prouver qu'il peut agir comme il l'entend. Ou bien, il ne cesse de se lamenter sur son sort et laisse libre cours à l'amertume et aux plaintes, faisant ainsi échouer le but céleste. En plus de considérer si Mars est rétrograde ou non, donc proche de son opposition au Soleil, l'astrologue doit prêter une attention particulière à tout aspect entre le Soleil et Mars. Car Mars est par nature ce qui extériorise en acte la puissance de la vitalité solaire. Mars libère la puissance pour l'expression pure et simple de soi, ou pour une utilisation délibérée. L'utilisation peut être constructive ou destructive, indiquant un processus de construction ou de démolition. Les deux sont nécessaires à la plénitude du développement personnel. Un quintile, donc un aspect de 72 degrés, de Mars au Soleil, est un aspect particulièrement significatif
dans la mesure où il suggère au moins la forte possibilité d'actes créatifs, c'est-à-dire d'actes par lesquels le moi en l'homme laisse sa marque sur son environnement. Le carré, et surtout le semi-carré de Mars au Soleil à la naissance, indique la capacité de mobiliser facilement et efficacement ses forces vitales sous l'impulsion de forts désirs émotionnels. Le but de cette mobilisation rapide de l'énergie dépend d'autres facteurs du thème, de la position de Mars dans le zodiaque et dans les maisons natales. Elle peut même n'avoir aucun but, si ce n'est le besoin de « se défouler », entre guillemets. Dans l'étude de la vie émotionnelle d'une personne et de ses problèmes, les positions zodiacales et en maison de Mars et de Vénus sont évidemment d'une grande importance. Mais pas d'une importance aussi exclusive que le croit l'astrologue moyen, une croyance commode qui rend l'interprétation plus facile et plus rapide. La position de Mars dans les maisons natales est néanmoins une indication essentielle du domaine d'expérience dans lequel l'individu devrait le mieux concentrer ses activités personnelles s'il veut atteindre le but spirituel de son existence en tant qu'individu. Tandis que la position zodiacale confirmera, ce qui est généralement évident, les principales caractéristiques de la manière dont une personne aborde les choses et cherche à agir sur les gens. De même, la maison natale dans laquelle Vénus est placée indique le meilleur domaine de développement personnel dans lequel l'individu devrait concentrer son sens de la valeur et ses efforts pour réaliser la qualité fondamentale de son identité individuelle. Le domaine dans lequel il peut être lui-même le plus spontanément et le plus purement. Le signe zodiacal, d'autre part, dans lequel se trouve Vénus, représente la qualité essentielle du soi, parmi 12 qualités de base, qui identifie le mieux la nature de l'idéal de l'individu en matière d'épanouissement émotionnel et de réalisation de soi. Les symboles des degrés zodiacaux sur lesquels se situent les deux planètes, et la série Sabian de ces symboles m'a prouvé qu'elle était de loin la plus valable, sont également des clés. Ces symboles sont révélateurs de l'idéal selon lequel une personne cherche naturellement et immédiatement à évaluer les situations de la vie et les relations avec les gens. Il s'agit de Vénus. Et à agir en fonction de sa véritable personnalité. Il s'agit de Mars, indépendamment des traditions et des modèles ou des pressions sociales et éthiques. Il ne faut jamais oublier cependant que Mars et Vénus doivent être étudiés et compris comme une paire. L'un ne peut pas vraiment être compris sans l'autre. Pas plus qu'il n'est possible d'évaluer la vitalité d'une personne et sa capacité à être un organisme fonctionnel, capable de vivre dans un environnement particulier, si le Soleil et la Lune, et les phases du cycle lunaire, ne sont pas étudiés comme un tout complexe et dynamique. Ce qui est particulièrement important, c'est de faire la différence entre les aspects qui suivent une conjonction, par exemple un carré ou un trigone croissant, et ceux qui suivent une opposition et qui sont décroissants. Il s'agit d'un principe général sur lequel, à mon avis, on n'insistera jamais assez dans une astrologie de type véritablement psychologique et psychothérapeutique. La confusion émotionnelle est une qualité de subjectivité exacerbée, voire d'égocentrisme, se retrouve souvent lorsque Mars et Vénus sont conjoints dans le thème natal. Une telle conjonction natale est assez fréquente dans les thèmes des individus qui cherchent à suivre la voie occulte, entre guillemets. En un sens, ces personnes court-circuitent souvent leurs émotions. L'opposition entre Mars et Vénus à la naissance donne une objectivité émotionnelle, mais aussi parfois une impasse émotionnelle, une indécision ou un conflit intérieur entre le désir et la volonté. Le carré conduit souvent à une grande activité émotionnelle et peut être un élément important d'un tempérament particulièrement créatif. Le semi-carré a tendance à mettre l'accent sur les conflits émotionnels et l'usure ou l'inquiétude. Mais il est aussi souvent synonyme d'un puissant dynamisme émotionnel et de projection de soi.
Le sextile et le trigone sont des configurations supposées harmonieuses, mais peuvent révéler une nature facile à vivre, qui se construit bien, mais d'une manière plutôt étroite ou traditionnelle. Enfin, le cycle des conjonctions de Mars et de Vénus n'est peut-être pas aussi important que le cycle des lunaisons, mais il mérite d'être considéré comme une clé de la relation Mars-Vénus. Avec Mars, la personnalité va vers l'expérience. Avec Vénus, elle tire une récolte, positive ou négative, de cette expérience. C'est l'équilibre entre les sorties et les entrées qui révèle ce qu'est réellement la vie émotionnelle de la personne. Merci pour votre attention et à bientôt.